Animateur et formateur à la Villa des Jeunes à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, Jérémy Laliberté est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut, très heureux d'être là. Tout plaisir pour nous. Alors, tu as décidé aujourd'hui, Jérémy, de nous faire une sorte de petite sociologie de la délinquance. Oui, mais je sors un peu de ma zone moi-même là, d'expertise parce que je ne suis pas d'abord un scientifique, un sociologue ou peu importe, mais c'est un sujet comme éducateur et comme papa aussi, qui est bien sûr et passionnant. Ouais. Puis je vais faire une petite synthèse des grandes découvertes qu'il y a eu dans le monde de la criminologie puis de la psychologie autour du développement de la violence chez l'enfant et aussi quelques partages de mes expériences avec aussi des collègues qui, eux, sont travailleurs de rue, qui travaillent auprès de jeunes plus coquins. Ouais. Putain, ça fait plusieurs années là, que tu travailles auprès des jeunes, là, quand même. T'en as vu. Moi, ben là, c'est sûr, je travaille avec. Depuis que j'ai 16 ans, ça fait donc 16 ans. Je travaille auprès des ados, pas particulièrement auprès des délinquants, mais évidemment, dans une vie de groupe, il y a toujours une dynamique une diversité. C'est ça, exact. Puis on essaie de fournir un cadre et il y en a qui apprécient plus ou moins le cadre qu'on fournit, bien sûr. Parlant de cadre, là, posons-le, le cadre un peu de théorique là, de cette réflexion-là. Où en sont les recherches sur la délinquance aujourd'hui, Jérémy? Donc, moi, je me suis intéressé à un chercheur en particulier là, sur lequel je suis tombé pendant mes recherches, qui est quand même une grande sommité. C'est un Québécois qui a reçu en 2017 le prix Stockholm en criminologie, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel de la criminologie. Là. Puis je vous ferai pas la liste de toutes les institutions et universités desquelles il est reconnu, parce que la liste est longue. Et il s'appelle Richard Tremblay. Et lui, son intérêt principal, premier, quand il a commencé sa carrière de chercheur dans les années 70-80, c'était justement la délinquance chez les jeunes. Mais il s'est rendu compte que c'est un sujet qui est extrêmement vaste parce que la vie d'un jeune a des milliers de facettes selon son histoire. Donc, il a décidé de s'intéresser précisément au développement de la violence chez l'enfant en se posant la question, là, son angle de base, c'était qu'est-ce qui vient déformer ou tordre la pureté de l'enfant pour qu'il devienne un délinquant. Mais ça veut dire qu'il y avait une posture un peu rousseauiste au départ. L'enfant est bon, puis la société le corrompt, mais je veux dire, t'es papa comme moi, puis comme on voit bien que... C'est ça. Un petit enfant n'est pas nécessairement toujours le symbole de la pureté, à part peut-être, évidemment, il n'y a pas nécessairement de méchanceté là, ou de vilainie, mais ça cogne des fois. C'est ça. Et c'est ça qu'il a mesuré. Il a mesuré les coups de pied, les morsures. OK, il a compté ça comme ça. Oui, les vols et puis les batailles. Okay. Mais de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, il a fait des longues recherches là, qui ont duré des décennies. Et ce qu'il a remarqué, qui est exactement le contraire de ce qu'il cherchait, c'est que finalement, l'âge, justement, comme on vient de le dire, l'âge où on a le plus recours à la violence physique, c'est clairement entre 1 et 3 ans. Ça, c'est le bout où on donne des coups de pied, on mord, etc., etc. Puis ça vient renverser cette idée-là, justement, qu'on est pur, puis qu'après ça, on est corrompu. En fait, ça vient même dire, parce qu'après 4 ans et ensuite, ça diminue chez tout le monde. Clairement, on se donne pas des coups de pied autant que quand on avait 2 ans. Là. Gilles Vigneault dit la violence, c'est un manque de vocabulaire. Ben exact. Puis vocabulaire ou au minimum une capacité de contrôler, maîtrise de soi, qu'on pourrait dire. Mais c'est ce qu'on appelle la socialisation, dans le fond, d'un enfant. Parce que il y a plus de violence dans une garderie que dans une école secondaire. On peut l'espérer, du moins. Se tirer les cheveux, etc., les enfants qui se battent pour un jouet ou quoi que ce soit. Exactement. Alors, il faut socialiser l'enfant pour qu'il apprenne justement à vivre. Tout à fait. Et bien qu'un enfant, qu'un jeune adulte ou un adolescent soit capable de faire beaucoup plus de dommages qu'un enfant de 2 ans, bien sûr. C'est là tout l'enjeu aussi. C'est ça. Mais reste que la période cruciale, c'est vraiment cette époque-là. Mais c'est pas égal chez tout le monde non plus. Là. Il y a disons, le tiers des enfants qui sont pas très violents tout court. Il y a la moitié des enfants qui a recours parfois à la violence. Et il y a un 17% qui est le reste, là, qui a recours à la violence vraiment plus fréquemment. Et dans les études à long terme, c'est clair que la majorité, on peut pas dire tout, bien sûr, là, mais la majorité des criminels, des délinquants, des gens qui finissent en prison, sont issus de ce 17%-là qui était plus violent à 2-3 ans. Et ça se poursuit toute la vie. Alors, ça pose le regard sur... disons, on doit faire un pas en amont de ça, de ces données-là, pour voir qu'est-ce qui fait que ce 17%-là ou cette tranche-là
est plus violente que le reste à l'origine. Il a cherché les facteurs, j'imagine, le chercheur Richard Tremblay. Puis le facteur de risque principal qu'il a été capable d'identifier, c'est pas le seul, bien sûr, mais c'est... ça se trouve du côté de la maman, de la mère. Une mère qui a des problématiques sérieuses, soit qui a justement décroché de l'école ou qui a des problèmes de dépendance, de consommation, de troubles de santé mentale, de dépression, etc. Ça va... C'est le facteur qui est le plus directement relié à ce 17 %-là. C'est quand tu trouves une mère qui a différentes... quand tu trouves un enfant qui est plus agressif, les chances sont très élevées que sa mère soit dans une de ces situations-là. Évidemment, après ça, OK, mais pourquoi? Puis le but, c'est pas de dire c'est la faute des mamans, bien au contraire. Mais c'est de réaliser... Au contraire, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. C'est ça. Puis c'est d'honorer le fait qu'il y a un lien sacré entre la mère et l'enfant, puis que si ce lien-là n'est pas en mesure d'être correctement créé, ça a des répercussions à très long terme. Et parce que la maman, c'est la première socialisation. Il y a eu des études qui ont été faites juste en accélérant des vidéos de mères qui allaitent, des mères en bonne santé versus des mères en dépression. Puis on pouvait voir, en accéléré, qu'entre la mère en santé et son bébé, il y a comme une danse qui se fait, qui s'approche, qui s'éloigne d'une façon qui est comme synchronisée puis réciproque. Puis avec une maman qui est en dépression, ce lien-là est comme pas là. Puis c'est déjà les premières étapes de l'apprentissage de la réciprocité, de chacun son tour, de « OK, je te laisse pour jouer ensemble avec des amis », c'est ça que ça prend aussi. « OK, c'est ton tour, c'est mon tour ». Il y a une façon de danser ensemble dans la socialisation. Puis ça commence avec la maman, bien sûr. L'encadrement, la liberté, c'est ça, ce mouvement-là qui est très dynamique, c'est ça. Qui se fait presque naturellement sans qu'on y pense. De s'adapter à ce que l'autre propose, puis de lui laisser sa place, puis de prendre la mienne. Mais tout ça, ça s'apprend dès la plus petite enfance. Puis bien sûr, il peut y avoir des incidences sur la grossesse, là, sur le développement cognitif, tout ça. Si la mère a des problèmes de consommation, tout ça, là, on devine bien ça. Mais j'imagine aussi qu'il y a comme... Est-ce que l'enfant, aussi en vieillissant, les actes de violence sont là, mais est-ce qu'il est comme corrigé dans ce comportement-là, ou j'imagine aussi si on le laisse juste aller dans... Alors, il fait juste comme approfondir ce comportement. Il y a réellement un seuil, et là, on est encore dans la science. On viendra tantôt à que faire avec un vrai être humain, là, non pas avec une statistique, là, parce que ce que je sors, c'est des chiffres. Mais il y a vraiment un seuil à 4 ans. Parce que c'est pas mal le moment où l'enfant devient socialisé par ses pairs, plus que par ses parents. À l'école maternelle, à la garderie, etc. Tout d'un coup, c'est plus le parent qui est la source principale de socialisation. Puis à ce moment-là, si l'enfant n'est pas capable d'interagir, de s'ajuster aux interactions sociales, les autres enfants ne veulent pas jouer avec. Fait qu'il perd des occasions d'apprendre à socialiser. Là, ça fait boule de neige. C'est ça, exactement. Puis les parents des amis, ils veulent moins l'accueillir à la maison parce qu'il est moins discipliné. Puis fait qu'il y a moins d'occasions d'aller visiter. Une espèce de cristallisation de ces comportements-là qui sont... il y a un effet boule de neige qui s'enclenche puis qui est dans le domaine des sciences de la criminologie, qui après ce seuil-là, qui devient tout un défi. Puis c'est pour ça que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, coudon? Parce que une fois que ce cycle-là est enclenché, comme on le disait tantôt, là, un jeune peut justement s'identifier à son isolation ou à sa différence ou à sa désobéissance. C'est drôle, tu parlais du rôle de la mère parce que souvent j'ai entendu, j'ai peut-être même contribué à ce préjugé-là, j'ai entendu que c'était le rôle du père qui était déterminant, spécialement dans la délinquance, l'absence ou la présence trop encadrante ou trop absente là, du père. C'est étonnant quand même, non? Mais c'est la raison pour laquelle il en parle moins, c'est que c'est difficile après ça de démêler vraiment qu'est-ce qu'il en est, parce que là, il y a plusieurs facettes. Cette variable-là. C'est ça. La variable de la maman, elle est évidente, elle est claire. La variable du papa, possiblement que c'est une mère qui vit des problématiques, a des bonnes chances d'avoir des enfants avec un homme qui lui aussi a des problèmes et qui a le potentiel d'être soit plus absent, soit un moins bon modèle de maîtrise de soi aussi. Parce que je rappelle, le but, c'est d'apprendre à se maîtriser et non pas juste d'éviter ce qui peut corrompre. Là, mais... Fait que c'est un facteur qui est presque accidentel et non principiel ou fondamental. Là. Exactement, possiblement. C'est difficile à distinguer. Mais bien sûr, ça joue un rôle, mais le facteur qui est principal, c'est les moments. Les moments, comme je dis. Comme disait dans la petite vie. Ouais, c'est ça. Et ça vient donc...
si on veut réellement aider, Ouais. pour faire une différence, cliniquement parlant, Ouais. c'est là, il y a une zone où vraiment il y a des effets qui ont été remarqués quand on accompagne les mamans de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. Par exemple, par des visites de des infirmières qui iraient régulièrement accompagner. Puis aider, pas simplement pour des suivis médicaux, mais aider la maman à distinguer, pas à distinguer, mais à discerner des choix difficiles. Qu'est-ce que je devrais faire? J'envoie-tu mon enfant à la garderie? Puis ci, puis ça, qu'est-ce qui serait bon pour lui? D'avoir juste quelqu'un à qui en parler, quasiment une grand-maman de remplacement, là, parce que des fois, dans ces milieux-là, c'est pas tout le temps facile de trouver des appuis. Ouais. Je dis ces milieux-là comme si c'était une chose, là, mais bien sûr, c'est complexe. Là. Mais accompagner les mamans, ça a des effets qui réduisent clairement, puis ça a été démontré à long terme, les risques de finir en prison, les risques de devenir criminel, etc. Et des effets clairs. Frère Jasmin. Ben, moi, je vois un lien incroyable avec le sujet qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Là, toute la pédagogie de la confiance. Dans le fond, plus on intervient rapidement avec l'enfant, mieux c'est. Moi, j'ai vu des cas de jeunes à l'adolescence où est-ce que le cerveau est encore en modelage. Quand tu permets à un jeune de se percevoir tout à fait différemment, justement, de l'évolution qu'il a connue auparavant, parfois, ils prennent des tournants incroyables. Et quand ils découvrent la joie puis le bonheur de vivre dans quelque chose de positif et constructif, il y a un tournant qui se prend. On sait que la cristallisation arrive vers l'âge de 25 ans. Donc, après ça, c'est sûr que c'est faisable, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais avant, enfance, adolescence, c'est très important d'intervenir. Puis peut-être la maman, elle a besoin, elle aussi, de se percevoir autrement. Tout à fait. Parce que si elle se perçoit comme une mauvaise maman, c'est clair que... Mais si par contre, on lui apprend à devenir une bonne maman et qu'elle a peut-être des belles qualités de bonne maman, c'est important aussi pour que l'enfant puisse en bénéficier. Ce que dit le frère Jasmin, ça nous permet justement de faire le pont. Là, tu as bien exposé les chiffres, les données récentes, les analyses qui ont été faites, entre autres, par Richard Tremblay. Jérémy, qu'est-ce qu'on fait dans l'intervention après? Pas n'importe quoi. Sérieusement, là, une des découvertes importantes, c'est aussi les bonnes volontés puis les intuitions. Des fois, là, ça mène dans le sens inverse. Ah ouais? Comme quoi, par exemple? Je vous retrouve son nom. Elle s'appelle Joan McCord. Elle a créé un camp. Il y a plusieurs années, elle aussi, c'est une sommité qui est maintenant retraitée. Là. Comme un camp pour accompagner les délinquants, justement, les jeunes à risque. Puis elle avait fait un groupe de jeunes qu'elle a suivi qui est allé à ce camp-là, qui était un bon camp, dans lequel les moniteurs étaient amicaux, puis dans lequel ils donnaient des bonnes ressources, puis dans lesquels... et ils ont 30 ans plus tard, en regardant les jeunes qui sont allés ou pas à ce camp-là, elle se grattait la tête, mais elle a vérifié 10 fois. Les jeunes qui étaient allés au camp avaient tous plus de risques de récidiver, d'avoir des problèmes d'alcoolisme, de finir en prison, etc., etc. Puis là, elle se demandait pourquoi, puis elle réalisait qu'il y a différentes hypothèses. Une, c'est qu'il y a une dépendance qui peut se créer envers le moniteur. C'est comme, pendant que je suis au camp, ça se passe bien, mais finalement, je ne développe pas réellement mon autonomie. Quand on me renvoie dans le vrai monde, finalement, désillusion, c'est encore tout croche, puis finalement, ça crée des attentes qui sont frustrantes quand tu retournes dans le vrai monde, de dire « je pensais que j'étais capable, puis finalement, mais donc, j'étais encore tout croche ». Puis ça peut faire boule de neige d'une façon étonnante. Il y a aussi des fois, ça c'est un facteur important, je crois, on peut arriver avec nos grands sabots là, de dire « moi, là, je vais te sauver, le jeune ». Puis de lui imposer un système de valeurs qui fonctionne mieux que le sien. Puis ça répond pas réellement à des besoins, puis ça fait juste déconnecter l'enfant de sa réalité. Puis on le disait tantôt, ce qui fonctionne, c'est de le rejoindre là où il est. Puis des fois, de faire rentrer dans un système qui va comme le réformer, ça peut nuire même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais donc, ce qu'on fait sinon, je disais tantôt du soutien aux mamans, puis aussi du service de garde en bas âge, ça fait toute la différence. Il y a cet âge-là qui est crucial. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec quand on sort des statistiques, quand on sort de la science, puis qu'on dit, là, je suis en relation avec une personne que j'essaie d'aider. Il faut se dire d'abord, c'est pas parce qu'il y a plus que 4 ans que c'est une cause perdue. Évidemment, même s'il y a un seuil à 4 ans, coudonc, comment je l'accompagne maintenant? Une chance que tu dis ça, parce que moi, je pensais rentrer à la maison ce soir puis dire à ceux qui avaient passé le seuil de 4 ans... Toi, c'est fini. Désolé, il est trop tard. On ne peut plus rien pour vous. J'ai tout fait ce que je pouvais. C'est ça. Évidemment pas. Okay. Puis aussi,
les jeunes appelons-les délinquants là, pour le terme large, mais ne sont pas toujours issus de familles dysfonctionnelles. Ouais. Des fois, il y a des parents de familles fonctionnelles qui savent pas quoi faire avec leurs jeunes, qui coudonc, ça marche pas dans le milieu où ils se trouvent. Puis parce qu'il y a un tempérament plus exactement. Puis c'est pas facile de savoir quoi faire parce que c'est difficile d'identifier la cause. Mais là, tout d'un coup, ça revient à ce qu'on disait avec Frère Jasmin tout à l'heure. Parce qu'il y a une sagesse dans le délinquant ou le décrocheur, je veux dire, le décrocheur, il est pas fou. Il y a une sagesse dans le fait de dire, ben sais-tu quoi, l'école, là, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression d'être dans un navire qui s'en va nulle part puis qui tourne en rond. J'abandonne le navire. Puis quand tu penses que c'est ça qui se passe, là, puis que l'école, ça mène à rien, puis que le système, il est plus opprimant que aidant, que c'est plus une cage qu'un milieu favorable à ton épanouissement, ben coudonc, good job, abandonne le navire. Je dis pas ça pour encourager personne, mais c'est la bonne chose à faire dans un sens, quand tu sens que tu es dans un environnement qui t'empêche de croître. Puis il y a quelque chose qui est... Les jeunes n'ont pas tout le temps l'impression. Puis on a perdu ce sens-là de « OK, mais pourquoi on va à l'école? » Il y a plein de jeunes qui par exemple, vont plagier sans y penser deux fois parce qu'ils sont pas là pour croître. Ils sont là pour avoir la note qu'il faut avoir. Mais tu parles du sens de l'école. J'ai même l'impression qu'il pourrait aussi avoir un sens à la vie en général. Si y a des lacunes sur ce plan-là, ça peut créer une espèce de révolte intérieure qui fait pas voir le sens de tout le projet de vie. Puis... C'est ça. Mais puis, la question, à quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi on m'oblige à... Ben, c'est une bonne nouvelle qui se la pose. Ben, exactement, c'est ça. Puis il y a dans ça un terreau fertile à quelque chose. Puis il y a comme un mouvement qui passe de la naïveté j'oserais dire au cynisme. Quand tu réalises que OK, la vie, c'est pas juste beau, c'est pas juste facile. Puis même, on t'a dit c'est tough. Puis c'est dur pour tout le monde. Puis pour certains, c'est assez dur pour dire moi, ce projet-là d'aller à l'école, là, non. Puis on peut rester là. Puis on pourrait croire que les croyants, là, eux, sont restés dans la naïveté, tu sais, puis qu'ils sont convaincus que, mais non, tout est beau, tout le monde, il est gentil, tu sais. Mais il y a une étape qui est après le cynisme, qui est la foi. Qui est de savoir que c'est dur, puis choisir d'espérer pareil. Puis comme on disait tantôt, quand des gens posent sur eux ce regard-là, qui te regardent, puis ils disent non, t'es pas une cause perdue, moi, je crois qu'il y en a... je crois que tu as du potentiel. Je vais parler même d'un des confrères de Jasmin, que je connais bien, qui travaille avec des jeunes raccrocheurs. Puis lui, le moment où il a réussi... En fait, il parle des bons pauvres puis des mauvais pauvres. Il dit, les bons pauvres, c'est ceux qui sont faciles à aider puis qui sont donc bien reconnaissants. Puis tu as celui qui veut rien savoir de ta pitié puis qui t'envoie promener quand tu essaies de l'aider, tu sais. Puis lui, si tu le lâches pas, justement... Puis lui, si tu l'accompagnes, puis un jour, justement, il a dit à il manquait un de ses élèves de raccrocheur en classe, puis il a dit à tous les autres, là, vous allez me le trouver, puis demain, vous me le ramenez, parce que ça n'a pas rapport qu'il soit dans la rue aujourd'hui. Puis le jeune, ça l'a surpris. Comment ça, il tient à moi de même? Comment ça, il veut que je sois là? Puis c'est à partir de ce jour-là qu'il s'est ouvert, puis qu'il a décidé de s'impliquer dans son parcours de raccrochage, parce que c'est ça, quelqu'un a posé un regard sur lui d'espérance. Jérémy Laliberté, animateur et formateur à la Villa des Jeunes à Saint-Augustin de Desmaures. Merci beaucoup pour ce regard sur la jeunesse, plein d'espérance, justement.